Convergence de vues et volonté affichée de cheminer ensemble pour porter haut et loin le drapeau AES. On pourrait la qualifier ainsi, la séance de travail entre les premiers ministres maliens et burkinabés. Le général de division Abdoulaye Maïga et Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo ont abordé les questions bilatérales avec en toile de fond la situation régionale et internationale. Mamari Koné Alou Touré nous feront également le point de leur visite au Palais des Pionniers pour encourager la brigade citoyenne. Bamako abritera ce samedi 23 août la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Cette 12e édition verra la nomination des nouveaux secrétaires exécutifs. En prélude à l'événement, les experts se rencontrent afin d'améliorer les documents sur la gouvernance de l'organisation pour son maintien en bon état. Célébration du 60e anniversaire de la Croix-Rouge malienne. On retient que le partenariat gouvernement du Mali et Croix-Rouge malienne reste dynamique. 60 ans d'efforts fournis par l'organisation humanitaire au service des communautés bénéficiaires, des réalisations qui s'échiffrent à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Humanisme et solidarité, toujours focus sur le travail d'ambulancieux dans ce journal. Nous avons Mohamedou Ouattara et Niaman Koulibaly. De par leur fonction, ils constituent un maillon essentiel de la chaîne des urgences. À quoi rime leur quotidien? Quelles sont les difficultés et les motivations à aider leurs prochains dans des moments aussi critiques de leur vie? Réponse avec Soumaou Aïdara qui est allé à la rencontre de ce que nous allons surnommer ces héros discrets. Bonsoir. Commençons par la colline du pouvoir où le locataire des lieux, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu en audience le premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo en séjour au Mali depuis ce mardi pour prendre part au deuxième camp de la brigade citoyenne. Le chef de gouvernement burkinabé avec le président Goïta ont échangé sur les défis liés à l'émancipation de nos États et la réaffirmation de notre solidarité. Aussi, le premier ministre burkinabé a reçu des conseils du président de la transition et des orientations dans le cadre de la poursuite de l'action gouvernementale. On l'écoute à sa sortie d'audience au micro de Alouseini Touré. C'était un insigne honneur pour moi-même ainsi que pour toute la délégation qui m'accompagne. Évidemment, grâce à l'entremise également de mon frère, le Premier ministre Maïga, c'était une opportunité pour nous de lui transmettre les fraternelles salutations du président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et c'était également l'occasion pour nous de lui traduire tous nos remerciements pour nous avoir associés à cet anniversaire de la brigade citoyenne que nous avons vécu comme un grand moment d'exaltation du sursaut de la jeunesse. Ça a été l'opportunité pour nous de rendre compte au chef de l'État de notre séjour ici à Bamako chez nous, un séjour qui se passe très bien. Nous avons eu l'opportunité, au-delà de cet anniversaire de la brigade citoyenne, de pouvoir nous retrouver pour échanger sur des sujets d'intérêt du moment, faire un tour d'horizon des grands défis, mais également nous remotiver évidemment pour continuer donc le combat. Nous avons bénéficié auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, évidemment de ses sages conseils et de ses précieuses orientations afin de poursuivre la dynamique actuelle et surtout de travailler à l'amplifier. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous a engagés à garder toujours à l'esprit le bien-être des populations, avec bien sûr en bonne place cette jeunesse qui est le fer de lance du combat qui est mené aujourd'hui au sein de l'espace confédéré afin de nous affranchir d'un certain nombre de dominations, d'assumer le destin du Sahel dans son ensemble et surtout d'ouvrir des perspectives heureuses pour les populations basées sur évidemment l'exploitation des richesses du Sahel pour les peuples du Sahel et mettre fin donc à cette exploitation et à ces injustices que les peuples du Sahel ont vécues jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que nous ressortons de cette audience plein de motivation parce que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous a rappelé que le combat continue. Nous devons donc rester pleinement optimistes, mais également extrêmement vigilants face aux grands défis du moment, face également aux grands bouleversements géopolitiques, géostratégiques
du monde et des bouleversements qui sont en cours et sur lesquels nous devons rester extrêmement attentifs. À l'agenda de ce jeudi également du Premier ministre du Faso, cette sortie, son homologue malien l'a conduit aujourd'hui au Palais des Pionniers en commune 6 du district de Bamako pour encourager la brigade citoyenne. Les deux personnalités ont aussi été témoins sur place des activités du camp dans la confection des pavés au bénéfice des populations. Mamadi Kone et Alou Touré nous disent aussi qu'auparavant, les deux premiers ministres entourés de quelques membres de leur gouvernement s'étaient retrouvés à la faveur d'une séance de travail qui a porté sur les sujets d'intérêt commun entre le Mali et le Burkina Faso. Sur le Premier ministre malien a salué la qualité de la coopération entre les deux pays, celui du Burkina Faso a pour sa part invité les deux pays à aller de l'avant. Reportage. Convergence de vues entre le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui entretiennent de bonnes relations séculaires et qui ont beaucoup de choses en commun. C'est une séance de travail qui regroupe Maliens et Burkinabés autour des premiers ministres des deux pays. Les sujets d'intérêt évoqués concernent la coopération bilatérale, les situations géopolitiques régionales et internationales. Une coopération qui unit nos deux peuples, nos deux pays, liés par l'histoire, la géographie et les valeurs communes, dont la consécration se traduit par la Confédération des États du Sahel, AES, que nous avons bâti et consolidé ensemble, main dans la main avec nos frères du Niger. Cette marche inexorable que nous avons entamée sous le leadership éclairé des pères fondateurs de la Confédération de l'AES, à savoir les excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État du Niger, demeure le cadre idéal, pour ne pas dire la seule voie vers la stabilisation, la paix durable et la prospérité partagée pour nos peuples. En réponse, le Premier ministre du Burkina Faso dira que c'est toujours un plaisir de se retrouver à Bamako, en terre africaine. Les deux pays font face à des défis communs comme la lutte contre le terrorisme et le développement. À noter que le Mali, le Burkina Faso et le Niger composent la Confédération des États du Sahel, AES. La séance de travail de ce matin, comme vous le savez, elle s'est tenue en marge de l'invitation que nous avons reçue fraternellement de mon homologue, le Premier ministre Maïga, pour prendre part à ce camp national de la brigade citoyenne. Donc ça nous a permis véritablement de faire un point de situation. Évidemment, on ne pouvait s'empêcher de saisir cette opportunité parce que c'est la toute première fois que je viens ici chez moi à Bamako en tant que Premier ministre pour pouvoir donc échanger sur des sujets d'intérêt. Donc ça a été l'occasion vraiment de faire un point de situation sur des sujets d'intérêt, non seulement d'actualité, mais aussi des sujets de fond. Et nous sommes ressortis très satisfaits des acquis engrangés. Mais évidemment, on ne va pas dormir sur nos lauriers parce que nous savons que ce sont des dynamiques qui se mènent dans un contexte d'adversité. Mais cela est de nature à décupler nos énergies, nos forces. Et donc nous sommes sortis encore plus déterminés et plus engagés à faire en sorte que les peuples du Sahel dans leur ensemble puissent donc voir concrétiser leur soif de liberté, leur soif de dignité et surtout leur soif de prospérité. Quelques instants après, les deux premiers ministres sont rendus au Palais des Pionniers à Dianéguéla, en commune 6 du district de Bamako. Ici, ils ont vu à l'œuvre les éléments de la brigade citoyenne. Les deux premiers ministres ont suivi le processus de fabrication et de pose des pavés avant de poser des pavés au bonheur des populations. C'est avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'enthousiasme que nous sommes venus ici ce matin, bien sûr aux côtés de mon frère, le Premier ministre Maïga, pour être témoin de cette très belle initiative qui se mène ici avec la mobilisation citoyenne. Non seulement la brigade citoyenne, mais au-delà de la brigade citoyenne, nous sentons que c'est vraiment une mobilisation d'ensemble des citoyens qui ont pris conscience de ce que leur propre sursaut peut apporter des solutions à des problèmes. Au-delà donc du résultat concret en termes donc d'aménagement de cette avenue, il y a aussi le caractère pédagogique qu'il convient de saluer et de faire prendre conscience à tous nos concitoyens du Mali ici, mais également de l'AES, que l'époque où il fallait s'asseoir et tout attendre et compter sur les promesses démagogiques souvent qui sont lancées pendant les campagnes électorales, cette période-là est révolue. Le message aujourd'hui, c'est de se mettre debout et tous ensemble nous retrousser les manches pour trouver des solutions. Chacun peut être utile par sa force de travail, mais également par ses moyens, par son expertise,
afin que tous ensemble nous puissions être comptables de la transformation de nos sociétés, de la transformation de nos quartiers, de nos rues. Et je pense que ici c'est l'illustration de ce sursaut citoyen qu'il convient de saluer et appeler donc à une adhésion totale pour que la dynamique qui est ici à l'œuvre puisse s'amplifier et puisse être perceptible partout au Mali, partout au Burkina Faso, partout au Niger, partout dans l'espace AES. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'édition 2025 de la Journée nationale de la brigade citoyenne dont le Burkina Faso est le pays invité. Le camp de brigade mobilise cette année plus de 5000 jeunes de Bamako et de 16 régions du pays autour des activités de citoyenneté. Malikoura Nyeta Siraka Bensan Baflanimbi Oroni Sabama présenté aux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Une rencontre au cours de laquelle le ministre de l'économie et des finances, Alusseini Sanou, a longuement partagé sur les 11 projets structurants du document. Moussa Kamara. Un projet ambitieux, une vision à long terme et une volonté assumée de transformer en profondeur le Mali. Voilà le temps donné à cette rencontre tenue au siège du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce document pensé sur un horizon de 40 ans se veut la feuille de route pour un Mali nouveau. Nous avons 4 étapes, 4 phases de 10 ans, ce qui fait que nous passerons donc de 2023 à 2063. Pour ce faire, il nous a été donc recommandé de mettre en place une politique économique, sociale qui permettra donc d'atteindre un taux de croissance de 10% ou plus. Deuxièmement, de veiller à la souveraineté de notre pays. Les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ont salué l'initiative et réaffirmé leur volonté d'accompagner ces projets structurants. La mise en œuvre des activités de dissémination des documents de la vision Malikoura Nyeta Siraka Bensan Bafla Bioroni Sabama a été un grand honneur et un grand plaisir pour nous. Nous sommes suffisamment édifiés. Cette vision entre dans le cadre de la consolidation des acquis et de la poursuite des réformes entamées par la transition. Mais au-delà des chiffres, Malikoura Nyeta Sira mise sur la reconquête de la souveraineté nationale, qu'elle soit économique, politique, éducative et culturelle, et l'émergence des Mali forts, résilients et prospères. Nous avons 4 documents, un document de diagnostic, un document sur la vision, un document sur les projets que nous envisageons de mettre en place pour atteindre les résultats et les cartes. Nous avons décidé de mettre en place 11 projets structurants qui doivent nous permettre d'aboutir au Mali émergent. En prenant langue avec les institutions de la République, Malikoura Nyeta Sira jette les bases d'un pacte national autour d'un avenir partagé, une vision de 40 ans, mais des actions à engager dès maintenant. La 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines se tiendra à Bamako ce samedi 23 août. Là, en prélude à l'événement qui regroupera les délégués de 26 pays africains, les experts s'y sont rencontrés ce jeudi pour travailler sur les documents soumis à leur appréciation pour cette 12e édition. C'est là afin d'améliorer la gouvernance de l'organisation et d'œuvrer pour son maintien en bon état. La rencontre a été présidée par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social en présence de son collègue en charge de la refondation de l'État et du ministre de la fonction du Burkina Faso. Mohamed Kentao, Tchedje Kamara, reportage. C'est Bamako qui accueille la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines le 23 août prochain. D'ici là, les experts examinent les documents de la rencontre qui verra la participation des 26 pays membres de l'OFPA. Ensemble, ils vont débattre des difficultés qui entravent la bonne marche de l'organisation et des défis auxquels elle est confrontée. Parmi les difficultés qui assaillent l'organisation figure en bonne place le non-paiement des cotisations des États membres, la non-tenue régulière des instances de l'organisation et le démembrement de son secrétaire exécutif. Cette 12e conférence doit être l'occasion pour donner une nouvelle dynamique à l'organisation afin qu'elle puisse relever les nombreux défis auxquels nos fonctions publiques sont confrontées. Parmi ces défis, nous pouvons citer le défi de la digitalisation de l'administration
pour garantir une meilleure prestation aux usagers, une meilleure gouvernance et renforcer la transparence. Plusieurs autres activités sont au menu de cette 12e conférence de l'OFPA qui participe à la promotion du développement économique, social et culturel des pays membres. Les travaux de la 12e conférence porteront entre autres sur l'examen et l'adoption du compte rendu de la 11e session tenue en 2018 à Cotonou, l'adoption du budget 2025-2026, la présentation de l'exatat de la contribution des États, l'examen et l'analyse du rapport financier du secrétaire exécutif, le recrutement des nouveaux secrétaires administratifs, la date et le lieu de la prochaine session. Pour un rappel, l'Observatoire des fonctions publiques africaines participe à la modernisation et la digitalisation de l'administration, cela dans le respect de la souveraineté des États. Sa présidence est confiée au Mali depuis 2018. Atelier de communication sur les réformes du climat des affaires au Mali. Il s'agit de vulgariser le dit document qui renferme les potentialités d'amélioration de l'administration publique moderne ainsi que les modules de promotion du secteur privé pour une meilleure productivité. L'initiative est de la cellule des réformes du climat des affaires avec l'appui du PNUD. Mamadou Fani. Le rôle de l'État dans le climat des affaires est prépondérant. L'élaboration du mémorandum pour l'amélioration du climat des affaires répond à un souci de dynamiser le secteur des affaires, d'où cet atelier de communication sur les réformes pour l'amélioration du climat des affaires au Mali. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été menées de 2021 à nos jours. Parmi ces réformes, nous pouvons citer entre autres la loi sur les bénéficiaires effectifs qui oblige les entreprises à déclarer dans un régime les personnes qui bénéficient des actions là, dans la société. Ensuite, la réforme un peu partielle du Code général des impôts qui a été faite en application de cette disposition. Mais la grande réforme, c'est de sensibiliser la population, de leur dire que la digitalisation continue au niveau des impôts et l'informatisation. Le présent atelier offre ainsi un cadre aux acteurs du monde des affaires pour affiner les perspectives et contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques d'amélioration du climat des affaires. Les résultats attendus sont les suivants. 1. Le renforcement du dialogue public-privé. 2. Une communication interactive entre les acteurs des secteurs publics et privés. Et enfin, une meilleure appropriation des réformes adoptées par les usagers. Convaincu que les résultats ci-dessus visés seront au rendez-vous. Cet atelier qui dure 2 jours constitue donc une opportunité pour le monde des affaires de mieux maîtriser les réformes en cours. Visite de contrôle au niveau des recrues 2023 du centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou. La hiérarchie militaire, satisfaite de ce qu'elle a vu et entendu lors de cette sortie, nous dit Idrissa Goulou Sissoko. Les recrues du centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou, après 5 mois de formation, sont désormais aptes au métier des armes et se sont familiarisés avec les armes légères et lourdes et physiquement mieux aguerris. Pour cette journée passée avec eux, premier acte, briefing de l'officier avant d'entamer une marche militaire hors du camp. C'est plus d'une dizaine de kilomètres avec sac au dos et armes en bandoulière. Après le trajet quartier, Kabara et camp, les recrues sont testés sur le plan physique par un exercice d'embarquement et de débarquement sur les véhicules. Pour les recrues, on a divisé les formations en 2 temps. L'instruction, les jeunes civils, on a eu à faire la formation commune de base. Et cette formation commune de base s'est étalée sur 3 mois. Maintenant, nous avons entamé la phase opérationnelle qui est très très intense, et qui concerne les modules sur les ISTC, les armes collectives et beaucoup d'autres choses, à savoir le combat en zone urbaine, les modules de sécurité au combat. Ces jeunes recrues, ils sont prêts à être déployés dans leur environnement. L'exercice qui aura émerveillé les autorités militaires est celui de tir à l'arme légère et lourde, et il faut signaler la présence remarquée des jeunes filles. La formation des recrues, nous avons atteint un certain niveau qui nous permet aussi d'avoir confiance en ces recrues bien avant leur sortie officielle. Des recrues qui arrivent à manœuvrer avec des PKM, qui arrivent à donner des résultats satisfaisants.
Nous sommes fiers du devoir accompli, nous sommes vraiment contents de la manière dont la formation est tenue. Ces recrues prêts à se sacrifier pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays rejoindront bientôt les rangs de l'armée malienne. Comme annoncé dans les titres, la célébration du 60e anniversaire de la Croix-Rouge malienne. On retient que le partenariat gouvernement du Mali et Croix-Rouge malienne reste dynamique. 60 ans d'efforts fournis par l'organisation humanitaire au service des communautés bénéficiaires, des réalisations qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Youssouf Diakité et Idrissa Traoré nous disent que c'est le ministre de la Santé et du Développement social qui a présidé la cérémonie. 60 ans d'engagement jour pour servir l'humanité. Difficile d'estimer le bilan de la Croix-Rouge malienne au regard des réalisations faites à l'endroit des communautés bénéficiaires, des réalisations qui s'inscrivent dans la logique des missions de l'organisation humanitaire, soulager les souffrances, protéger la dignité, bâtir l'espoir. La Croix-Rouge du Mali intervient dans les domaines de la santé. Et dans le domaine de la santé, vous avez plusieurs axes. Vous avez la santé communautaire, vous avez la prise en charge et de la malnutrition, vous avez le contrôle du paludisme, vous avez le contrôle des épidémies. Nous avons aussi la préparation et la gestion des catastrophes, dans lesquelles nous avons la composante préparation, anticipation et aussi nous avons la réponse après les catastrophes. Il y a 60 ans, un rêve prenait forme, celui d'un homme visionnaire, le docteur Soumino Dolé, alors ministre de la Santé et du Développement social. Touché par la détresse d'une mère qui tenait un enfant malade, privé d'accès aux soins, dans un village reculé, il eut l'intuition qu'il fallait doter le Mali d'une institution humanitaire neutre, impartiale et indépendante pour soulager les souffrances humaines. La Croix-Rouge malienne, ce n'est pas une ONG, c'est plutôt des auxiliaires des pouvoirs publics qui interviennent dans l'humanitaire. L'humanitaire dans tous les secteurs, sur le plan social, sur le plan santé, sur le plan environnement, bref, sur le plan développement tout court. Il faut le rappeler, la Croix-Rouge a des principes de fonctionnement tels que l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance. À ceci s'ajoute le volontariat, l'unité et l'universalité. La Société nationale célèbre 60 ans d'ancrage local, communautaire avec son vaste réseau de plus de 10 000 volontaires répartis sur tout le territoire national. En effet, ces braves hommes et femmes qui constituent la Croix-Rouge travaillent sans relâche sur le terrain, très durement, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, pour venir en aide aux populations les plus vulnérables. La Croix-Rouge malienne a toujours déployé, du nord au sud du pays, son action sur tous les fronts de l'assistance humanitaire. Des services de santé, de la nutrition, de la fourniture de l'eau potable à la protection, la Croix-Rouge malienne a constamment répondu présent. Les ministres de la Santé et du Développement social, présidente de la cérémonie, s'est félicité des résultats obtenus auprès des communautés bénéficiaires et a ensuite salué les efforts consentis par l'antenne nationale de la Croix-Rouge malienne. La Croix-Rouge malienne, c'est aujourd'hui plus de 10 000 volontaires mobilisés, un réseau actif dans toutes les régions, un acteur de premier plan face aux urgences, aux crises humanitaires, aux défis de santé publique, à l'insécurité alimentaire, à la protection des personnes vulnérables. En célébrant ce jubilé, le Mali rend hommage à une institution citoyenne et résiliente. L'un des moments forts de la cérémonie a été la remise des distinctions honorifiques à certaines personnalités pour leur contribution à la vulgarisation des actions humanitaires. Et parlons toujours d'humanisme et de solidarité, focus sur le travail d'ambulanciers dans ce journal. Nous les rencontrons fréquemment en circulation, mais savons-nous réellement qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations, leurs responsabilités, bref, leur engagement à prendre soin de l'autre dans des moments critiques très souvent entre la vie et la mort. Ce soir, le RTM vous permet cette immersion dans le quotidien de Mohamedou Ouattara et Niama Koulibaly. De par leur fonction, ils constituent un maillon essentiel de la chaîne des urgences. Recrutés d'abord comme chauffeurs, ils sont ensuite formés au sécurisme pour devenir ambulanciers. Leur priorité, c'est d'arriver à temps, malgré les embouteillages, le stress et la fatigue, afin de sauver des vies. Le quotidien de ces héros discrets, c'est Soumaou Aïdara qui nous raconte.
Il y a le SESCOM de Savalbou 1 qui demande d'aller chercher une dame en travail là. Un appel, une vie à sauver, une course. C'est le quotidien de Mohamed Ouattara, ambulancier à Bamako. Il commence sa carrière comme simple chauffeur, puis apprend le secourisme et acquiert les compétences nécessaires pour intervenir dans les situations d'urgence. Au départ, j'ai été recruté comme chauffeur. Ensuite, j'ai suivi des formations, parmi lesquelles comment est-ce que rouler une ambulance, alors comment effectuer les premiers gestes de secours, entre autres. Donc c'est à partir de là que voilà, je suis devenu ambulancier. Comme lui, Nyaman Koulibaly, 38 ans, travaille au CCRF de la commune 6. Lui aussi a été formé au premier secours. Voilà, formation qu'on a un monde ni moko de kuna folo ni docteur wala te krefe e rebe saka deme na mo chuko mina ni kenya takabulu anyo kalange ni wa ko secourisme anyo kala anyo formation ke ka fla ka siraba kan seria kala ka labanga mo fi kuma njuko nyuma ba fo aki ka ofene kala. Dans ces centres, le travail des ambulanciers est bien organisé. Un système de garde est en place 24 heures sur 24. À chaque alerte, l'ambulancier part immédiatement sur le terrain pour assurer le transfert du patient. Donc, ils sont au niveau de 7 chauffeurs. Et ces 7 chauffeurs, nous avons 14 aires de santé. Donc là, il y a 6 qui assurent la permanence et il y a un qui passe la nuit pour la garde. Alors, dans le cadre des centres de santé de référence, nous avons ce qu'on appelle la référence évacuation de la mère et de l'enfant. Ils transportent également les urgences médico-chirurgicales, tous ceux qui ne peuvent pas être pris en charge au niveau des CCRF, tels que les cas de réanimation, sont directement transportés au niveau des hôpitaux. Et ils sont organisés en équipe. Il y a toujours un ambulancier qui est là, qui fait la garde. Donc il dort ici, qui fait la référence d'évacuation. Les autres sont là pour assurer la permanence dans les services. Les ambulanciers transportent surtout la médecine de la mère et de l'enfant à notre niveau ici. Donc c'est les urgences obstétricales, les femmes enceintes et les nouveau-nés. C'est ce qui prime. Mais comme maintenant on est en train de devenir un hôpital district, donc on a aussi les cas de complications de l'HTA, du diabète, les pathologies chirurgicales. Tout est là en urgence qu'on peut faire toutes les évacuations. Nos 2 ambulanciers reçoivent plusieurs appels d'urgence et ils interviennent selon la gravité des cas. Être ambulancier va au-delà de répondre à des appels d'urgence. Il s'agit de faire face à des situations comme les embouteillages et le stress. Souvent dans la journée, on peut intervenir 5 à 10 fois. Souvent même tu peux faire toute une journée, tu n'interviens pas. Donc ça dépend de la fréquence des urgences. Vous savez, au Mali ici, les usagers ne sont pas courtois, ils ne sont pas courtois dans la circulation. Donc souvent on a du mal à avoir la route pour amener le malade rapidement dans les hôpitaux. La population a population wɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen mun ŋaniyaw ka ɲi olu bɛ jigin k'an dɛmɛ pour an ka se ka sira sɔrɔ parce que ni banabaatɔ b'e bolo tant que a ma se a furakɛli yɔrɔ la i tɛ se ka lafiya a bɛ hakili la k'e nana n'a ye a ni ka kisi mais n'a sar'i kun sira fɛ est-ce que i ka baara ɲɛna. Le métier d'ambulancier ne rapporte pas gros, mais pour Mohamed Ouattara et Nyaman Koulibaly, l'activité leur permet de couvrir les besoins essentiels. Le salaire n'est pas suffisant, mais comme on le dit, on essaie d'adapter notre mode de vie à notre salaire. Et la récompense, c'est juste des primes. Donc à chaque sortie, on a une somme symbolique de 1000 francs. Ensuite, on a des primes de garde aussi. Les primes qu'ils reçoivent s'inscrivent dans le cadre du document de référence sur les évacuations. Ils ont un quota qui est fixé dans le cadre. Ensuite, en dehors de ça, ils ont les primes de garde, comme instituées par les accords tripartites entre les syndicats, l'État et les collectivités. Mais notre cadre est périmé, on est en train de faire un nouveau cadre. Donc tout est géré dans ces cadres-là. Donc c'est ce cadre-là qui va déterminer les différentes distances des CESCOM au CCRF et aussi les conditions de motivation des chauffeurs. Tout le monde doit mettre une quote-part dedans. La mairie doit mettre quelque chose dedans, la collectivité doit mettre quelque chose dedans, le CCRF mettre quelque chose dedans pour faire un fonds social. Donc ils ont un quota
sur chaque évacuation. Être ambulancier, c'est aussi oublier la vie des familles à cause de la fréquence des urgences. Bon, je dirais pratiquement qu'on n'a pratiquement pas de vie de famille. L'ambulancier fait partie du personnel de santé. Donc on est comme des militaires, on est appelé à chaque fois pour intervenir. Chaque trajet est une course contre la montre et au bout de chaque sirène, il y a une vie à sauver. L'air cru du cœur, que la population cède la route pour que chaque intervention ait une chance d'arriver à temps. Un dossier signé Soumaou Aïdara. Un mot du programme pluriannuel de résilience en faveur de l'éducation en situation d'urgence phase 2 dans les régions de Mopti, Badjangara. Boubacar Sankaré nous parle du lancement. Plus de 57 000 enfants déplacés, réfugiés, retournés et familles hautes vulnérables des régions de Mopti, Banyangara et Douanza vont améliorer leurs résultats scolaires grâce au programme pluriannuel de résilience en faveur de l'éducation en situation d'urgence phase 2. Ce programme qui vient d'être présenté aux acteurs de l'école et aux autorités vise à améliorer l'accès des filles et garçons âgés de 3 à 18 ans à une éducation inclusive, sensible au genre et de qualité. L'intervention permettra aux enfants et leurs familles de bénéficier d'une assistance adéquate en éducation et en protection de l'enfant à travers un accès inclusif à une éducation de qualité qui garantisse une continuité scolaire. Financé à plus de 2 milliards de francs CFA par Education Cannot Wait, qui signifie éducation sans délai, à travers l'UNICEF, le programme repose sur 3 grands axes, à savoir assurer l'accès à l'éducation pour les filles et les garçons à travers les espaces d'apprentissage formels et non formels sûrs et inclusifs. Garantir une éducation de qualité et répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant, y compris les plus vulnérables. Renforcer la résilience du système éducatif afin qu'il puisse répondre rapidement et efficacement aux risques. Nous avons une responsabilité collective envers les enfants. J'exhorte donc tous les parties présentes à s'impliquer dans la mise en œuvre de ce projet afin de favoriser l'éducation pour tous, même en temps de crise. C'est notre devoir en tant qu'acteurs engagés de faire de l'éducation du devenir des enfants une priorité. Le programme pluriannuel de résilience en faveur de l'éducation en situation d'urgence phase 2 s'étend sur une durée de 27 mois. Il est mis en œuvre par Save the Children International Mali en partenariat avec les ONG CAEB et Action Mopti. Voyons la validation du rapport provisoire de la revue harmonisée 2024, 13e édition du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. C'est avec Sorona Kamisoko. C'est un document de 108 pages passé à la loupe au cours de cet atelier en vue de sa validation. Il s'agit bien du rapport d'étude sur la revue harmonisée 2024, 13e édition du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. Rapport qui détermine les politiques régissant les différentes parties. L'exercice regroupe les acteurs impliqués dans la gestion de l'environnement, de l'énergie et de l'eau, de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population. Le portefeuille du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État regroupe 55 projets et programmes, dont 52 en exécution et 3 en préparation. Le cumul de financement total acquis, intérieur et extérieur, du portefeuille des projets et programmes de Suède est de 1179 milliards de francs CFA contre 730 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023. La présente édition de la revue harmonisée nous offre l'opportunité de faire le point sur les progrès réalisés, d'identifier les défis persistants et surtout de renforcer la synergie entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques nationales, stratégies, projets et programmes du secteur de l'eau, de l'environnement, de l'urbanisme et des domaines de l'État. L'opérationnalisation du document doit permettre de relever les défis liés à la planification, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques, surtout dans les secteurs concernés. Le projet de restauration des terres dégradées vient en appui à la CPS pour la mise en place d'un système informatisé de suivi et évaluation, de rapportage des politiques, stratégies, plans, programmes et projets du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. Ces mécanismes contribuera à améliorer la collecte, l'analyse et la traçabilité des données,
renforcer l'orientation des décisions stratégiques et alimenter la mise à jour de la CNEDD ainsi que la préparation de la loi des finances. Cette rencontre de validation est une étape stratégique en ce sens qu'elle donne quitus pour la mise en œuvre de ce rapport d'études sur la revue harmonisée 2024, 13e édition du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. Rencontre autour de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées au Mali. Ça se tient à Ségou. Kondesila Bakari Traoré, correspondance. Il s'agit à travers cet atelier d'outiller les responsables des collectivités sur un nouveau guide d'élaboration des PDSEC, programme de développement économique, social et culturel. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées au Mali, PRTD Mali, et le pôle de Ségou regroupe les maires, secrétaires généraux des collectivités des régions de Ségou, Mopti, Koulikoro et Douanza. Nous avons aujourd'hui 87 PDSEC en version provisoire. Donc il doit passer à l'approbation et à l'adoption. Donc pour pouvoir approuver un document d'une telle importance, il faut que les acteurs eux-mêmes soient outillés. À la suite du processus d'adoption de ces 87 PDSEC, nous allons lancer un appel à candidature pour les projets de restauration des paysages et pour les projets d'amélioration des moyens de subsistance des populations. Et tout cela pour un coût d'à peu près 7,5 milliards de francs CFA. Durant une semaine, plusieurs thématiques vont être développées. Des thématiques relatives, entre autres, la gouvernance climatique, la grille de priorisation des objectifs du développement durable et l'intégration des changements climatiques et des ressources naturelles dans les PDSEC. Le président de la transition, chef de l'État, a fixé 8 orientations au gouvernement de transition. Le Premier ministre a traduit ces 8 orientations dans le cadre du plan d'action du gouvernement de transition. Et pour cela, cette session de formation est organisée pour l'activité pertinente de l'élaboration des PDSEC. On note que le projet de restauration des terres dégradées au Mali est une initiative du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en collaboration avec le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Il est financé par la Banque mondiale. Le gouverneur de la région de Caille en visite ce mercredi 20 août 2025 à la station de pompage et le traitement d'eau de la Somagep SA, occasion pour le général de brigade Moussa Soumaré de constater l'évolution des travaux de dépannage suite à la perturbation depuis quelques jours de la fourniture d'eau potable dans la ville de Caille. Brahima Dao nous en parle. Depuis quelques jours, la fourniture d'eau potable par la Somagep SA est perturbée à Caille. Quelles en sont les causes? Cette perturbation est liée aux travaux programmés de remplacement du collecteur 500 au niveau du refoulement qui alimente la ville en DN 500. En fait, c'est une conduite installée depuis 1983. La mise en service a été faite en 1985, donc à peu près 40 ans. Donc avec l'âge de la conduite, il y a eu des fissures au niveau de la conduite. Dans le cadre de la programmation annuelle, ça a été budgétisé pour pouvoir quand même remplacer la conduite défectueuse. Et c'est dans ce contexte que ces travaux ont démarré depuis lundi. Comme toujours, la maintenance se déplace par besoin suite à des incidents, à du dysfonctionnement signalé depuis les différentes localités. Donc la maintenance est saisie pour pallier, sinon pour corriger et pour la continuité des services dans les différentes localités. Le chef de l'exécutif régional à la tête d'une délégation s'est rendu à la station de pompage afin de constater de visu la situation qui prévaut. J'étais venu ce matin voir l'évolution des travaux et voir comment on peut aussi soulager la population en attendant la fin des travaux. Mais d'ici là, nous avons demandé à la direction régionale de la protection civile de bien vouloir mobiliser ces engins pour la distribution de l'eau au niveau de la ville, en commençant par bien sûr l'hôpital régional, la maison d'arrêt de Caille et ensuite aux différents quartiers. Je voulais dire aux populations que tout ce qui s'est fait, c'est dans le cadre de leurs biens. C'est pour que la distribution puisse se dérouler normalement, qu'il n'y ait pas trop de pertes et ensuite pour prévenir des dommages à l'avenir aussi. Notons que les travaux de dépannage et de réparation sont en cours et d'ici peu, cette pénurie d'eau ne sera qu'un vieux souvenir.
Je vous invite ce soir encore à suivre les pupilles en République du Mali. Je vous rappelle qu'ils sont en vacances, ce qui leur permet de découvrir certaines structures étatiques. Hier soir, ils étaient à la CMSS et ce soir, les voilà dans les locaux de la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, et de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS. Sur place, ils ont eu droit à des explications détaillées sur les missions de ces deux services rattachés au ministère de la Santé et du Développement social. Awadama Koulibaly, Aloubé Kone, reportage. La centaine de pupilles, dont 22 bacheliers et 87 nouveaux lycéens, ont pris aisément connaissance des missions et principes d'adhésion aux entités sociales de l'administration. La Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, et l'Institut national de prévoyance sociale, INPS. L'INPS est un service social qui s'occupe de la gestion des allocations et des pensions des travailleurs. Je pense qu'un jour, je pourrais être un des travailleurs de l'INPS ou CANAM. Au-delà de l'exposé sur leur fondement et fonctionnement, les responsables des deux services tiennent surtout à l'excellence dans le parcours scolaire des protégés de la République du Mali. Cette visite s'inscrit dans le cadre de notre engagement commun à l'ONAPIMA, à favoriser l'éducation citoyenne et l'éveil des jeunes générations, de prendre conscience, de travailler, parce que l'avenir de ce pays dépend de vous. Les enfants ne doivent pas se sentir dépaysés. Leurs conditions vont s'améliorer au fil des ans, ce qui fera qu'on aura des savants parmi eux, on aura des grands directeurs parmi eux. Pourquoi pas un jour le directeur de l'INPS parmi eux. Une ambition partagée par l'ONAPIMA, ce qui motive d'ailleurs ces visites pendant les vacances scolaires. L'office est à sa 5e édition. Amener les enfants pour qu'ils puissent comprendre le fonctionnement et le déroulement de toutes les prestations qui se passent au sein de ces deux structures. Et aussi leur donner l'envie d'être des enfants, des étudiants ou pourquoi pas des agents assez compétents pour le développement de demain. L'apprentissage est utile, certes, mais le côté agréable de la journée a été toute surprise. La CANAM a offert un ordinateur portable à chaque bachelier et 4 billets d'avion aux 4 premiers pour un séjour au Niger. L'INPS ajoute à cela 5 bourses d'études pour l'année académique 2025-2026. Fin de la première édition de la rencontre des sociétés de loterie et de paris mutuels urbains des États membres de l'AES. Une rencontre de 3 jours sanctionnée par des recommandations. Boubacar Bablé Touré nous en dit plus. Un pari gagné pour cette première édition de la rencontre des sociétés de loterie et de paris mutuels urbains des États membres de l'AES. Durant 3 jours, les experts de la LONAB, Loterie nationale du Burkina Faso, l'ONANI, Loterie nationale du Niger et le PMI Mali, Paris mutuel urbain du Mali, ont tracé les voies d'une coopération innovante des loteries. Comme conclusion, la création d'un cadre des loteries de l'AES, l'institutionnalisation du pari confédéral et la mise en place d'un fonds commun de développement AES. La conclusion de ces travaux ouvre de nouveaux horizons. Elle témoigne de notre volonté collective de bâtir une souveraineté économique et culturelle pour nos peuples. Le succès de nos initiatives dépendra de notre capacité à transformer ces engagements en actions concrètes au bénéfice de nos pays et de nos concitoyens. Occasion pour les directeurs généraux des sociétés des 3 pays d'adresser une motion aux autorités pour la réussite de cette première rencontre. Les directeurs généraux des sociétés de loterie nationale, du pari mutuel urbain, des États membres de la Confédération du Sahel adressent un vibrant hommage à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président du Collège des chefs d'État de l'AES, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali.
qui a permis et facilité le bon déroulement des travaux de la première édition de la rencontre des sociétés nationales de pari mutuel urbain des États membres de la Confédération des États du Sahel. Au gouvernement et au peuple malien pour l'accueil chaleureux, fraternel et l'hospitalité légendaire dont ils ont bénéficié durant leur séjour en terre malienne. En guise de souvenir, une série de remises de cadeaux entre les directeurs généraux et les experts a marqué l'événement. Et pour être tout à fait complet à suivre après ce journal, l'invité de la semaine qui reçoit le directeur général du PMU Mali avec Fasseri Doumbia, il sera question justement des grandes conclusions de la rencontre des directeurs généraux des sociétés de loterie nationale et de paris mutuel urbain des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Rendez-vous après la page PMU Mali. L'administrateur délégué de la ville de Niamey au niveau de l'arrondissement communal Niamey 4, une visite qui entre dans le cadre de la supervision des travaux d'urgence de voirie dans la ville de Niamey. Hassan Daouda nous en parle. Première étape de cette série de visites entamée par l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumane Garantier, accompagné par l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 4, la route Tianga, Gawado, Main-d'œuvre, Tourakou, située dans l'arrondissement communal Niamey 4. Objectif, constater de visu les travaux de profilage effectués sur cette voie d'une distance linéaire de 2600 mètres. Des réalisations bien appréciées par les populations riveraines. On est averti, on sait que ces travaux, ça, et c'est les délais, ils ont respecté ça, et c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais, on souhaite vraiment à ce que partout où les voies ne sont pas dégagées, que ça se dégage. Ça durée, on attend ce que le gouvernement va faire sur la route. Et mais c'est une bonne chance pour nous, pour notre quartier. On soutenait monsieur le président, pour qu'il donne la chance, et notre pays n'est qu'à développer. La délégation s'est ensuite transportée au niveau du marché à bétail du quartier aéroport. À ce niveau, le colonel Boubacar Soumane Garantier, après avoir fait des constats, a donné des instructions fermes aux occupants anarchiques de libérer la voie pour rendre plus fluide la circulation routière. La troisième étape a concerné le long de la route aéroport. Là également, l'administrateur délégué a marqué un arrêt pour superviser les travaux de réparage des garde-corps de protection en acier installés dans le cadre de la sécurité routière. Constater également pour l'évolution des travaux de colmatage au niveau de certaines artères dont les équipes sont déjà à pied d'œuvre au niveau du garage municipal, ce qui a constitué la dernière étape de ce déplacement. La population de Niamey est en train de comprendre la nécessité des travaux que nous sommes en train de mener. Et elle est en train de nous accompagner. Et ça, c'est très très important. Parce que les ouvrages que nous sommes en train de réhabiliter, nous les faisons pour la population de Niamey. Nous les faisons pour leur bien-être. Nous les faisons pour leur sécurité. Donc au retour, c'est à elles vraiment de s'en approprier pour faire vraiment de ça aussi leur bien matériel, leur propre ouvrage. D'autres travaux similaires sont également prévus très prochainement dans les autres arrondissements communaux de la ville de Niamey. Innovation technologique, une délégation burkinabé tâte le terrain en Chine. Elle veut particulièrement multiplier les investissements dans le domaine minier, ce qui les a amenés dans les locaux de la compagnie chinoise SDLG. Bienvenue Taoussa, compte rendu. On se croirait dans une salle de jeu. Pourtant, dans cette salle de travail, bien entendu, cet homme exécute une tâche à l'aide d'une machine située sur un chantier à quelques 800 mètres d'ici. Une technologie parmi tant d'autres, développée par la société SDLG à plus d'un millier de kilomètres de la capitale chinoise. À Lingyi, cette délégation burkinabé composée d'opérateurs économiques et de responsables administratifs du ministère en charge des mines a un double objectif: la consolidation du partenariat et la quête de solutions innovantes qui profitent aux Burkinabés, particulièrement dans le domaine minier. En tant que le groupe CEPIP, un centre de promotion et des investissements pour le Burkina Faso, nous devrions œuvrer, en tout cas, à travailler à faciliter tout ce qui est co-investisseur, les approches, les investissements au Burkina Faso. Alors, pour dire que ce voyage ici en Chine nous a fait tellement de bien. On a suivi la chaîne du début jusqu'à la fin, l'assemblage, au montage, tout ce qu'il faut en tout cas pour que le travail soit bien, on a bien vu.
Donc, c'est pour dire que nous devons vraiment travailler, être rigoureux dans tout ce qu'on fait. SDLG fait dans la conception, la fabrication, la maintenance d'engins de chantier et propose le service après-vente. Cette visite elle est importante pour le Burkina Faso au regard des différents chantiers de développement du pays et des différents défis que nous avons à relever en matière de l'appropriation de l'exploitation de nos ressources minières. Nous sommes à la recherche et nous faisons la promotion de solutions innovantes et qui économisent de l'énergie afin vraiment de nous permettre de rentabiliser au mieux la gestion et l'exploitation de nos ressources. Fondé en 1972 et membre du groupe Volvo depuis 2007, SDLG opère dans 130 pays et le défi pour cette délégation est aussi de convaincre cette société à poser ses valises au Burkina Faso. Le Conseil national de la société civile a appris avec consternation l'assassinat lâche et barbare du président régional de la société civile de Ménaka, M. Sidi Ben Baka. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil national de la société civile du Mali, au nom de tous les membres présente à la famille de l'illustre disparu, ses condoléances les plus attristées. Le président invite tous les acteurs de la société civile à conjuguer les efforts pour une paix durable. Il y réaffirme son engagement ferme à accompagner toutes les initiatives visant à combattre la criminalité sous toutes ses formes. Le colonel à la retraite Issa Ongoiba n'est plus. Il a été accompagné en sa dernière demeure ce jeudi. Grand serviteur de l'État, le colonel à la retraite Issa Ongoiba a servi le pays tant sur le plan militaire et aussi bien que sur le plan administratif avec dévouement et loyauté. Pour rappel, le colonel à la retraite Issa Ongoiba fut ministre sous le régime du président Moussa Traoré. Aridjou Matina, reportage. Un des serviteurs loyaux et intègres de l'État s'en est allé. Le colonel à la retraite Issa Ongoiba, puisqu'il s'agit de lui, a été inhumé aujourd'hui. Grand commis de l'État, celui qui fut ministre de l'administration territoriale, de l'agriculture et de l'élevage ou encore ministre de la justice sous le régime du président Feu Moussa Traoré, était un personnage exemplaire, humain et sociable. Un homme d'exception, un père aimant, un guide, un pilier que beaucoup d'entre vous connaissaient affectueusement sous le nom de Tonton. Faire le témoignage d'un homme au parcours aussi riche n'est pas une tâche aisée. Comment résumer en quelques mots une vie si pleine, si généreuse, si profondément ancrée dans les cœurs de tous ceux qui l'ont croisé? Colonel à la retraite depuis des décennies, le ministre Ongoiba, qui a laissé une empreinte indélébile dans le développement agricole malien et la modernisation des infrastructures hydrauliques par le passé, fut diplômé de l'école militaire interarmes de Kati et de l'école militaire supérieure de Tashkent en URSS. Spécialiste des transmissions militaires à toutes armes, le colonel à la retraite Issa Ongoiba a aussi servi le pays à travers divers postes stratégiques comme directeur général de l'Office du Niger, gouverneur de la région de Gao, entre autres. Au-delà de ses responsabilités administratives et militaires, le colonel à la retraite Issa Ongoiba s'est également investi dans la défense des droits des anciens combattants, jouant ainsi un rôle crucial au sein des associations qui œuvraient pour la reconnaissance de l'armée malienne et de ses héros. Le colonel Issa Ongoiba a été tout pour nous. Au moment où nous avons été appelés à remplacer son bureau, il nous a prodigué beaucoup de conseils et il nous a indiqué les voies à suivre pour être bon patriote, bon serviteur de l'État. Et nous lui avons promis que nous, anciens combattants, nous n'allons jamais nous écarter
de ces voies qu'il nous a indiquées et de ces conseils qu'il nous a proposés. Oui, un autre de ces grands patriotes, un autre de ceux qui ont consacré le meilleur de leur vie à la promotion de cet héritage des grands bâtisseurs d'empire. Ça est allé lui aussi. Oui, le colonel à la retraite, Issa Angoïba. Son destin le conduisait au métier des arts, où il choisit les transmissions, dont il devient très vite un des spécialistes dans la jeune armée du Mali indépendant. Son désir de mieux servir son pays. Le colonel à la retraite Issa Angoïba a été conduit en sa dernière demeure ce jeudi, une grande perte pour le Mali et pour la communauté nationale au sein de laquelle il était unanimement respecté pour son patriotisme. Que son âme repose en paix. Amen. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation et à la rédaction. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde, particulièrement nos téléspectateurs de nos plateformes digitales à l'adresse www.ortm.ml sur Facebook comme sur YouTube. Bonsoir à tous.